On aurait pu penser que plus une société devient riche, plus les gens sont heureux. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et de manière tout à fait frappante, les taux de dépression, d'anxiété sont encore plus élevés dans les pays opulents. Mais ces troubles de santé mentale, par-delà leur diversité, ont un point commun, c'est qu'ils résultent de ce que l'on a le sentiment d'être dans une course infinie vers le toujours plus. La pauvreté n'est pas juste manquer de l'essentiel, c'est aussi se sentir déclassé parce que les normes de consommation évoluent et on n'arrive plus à suivre. Il y a environ 1 milliard de personnes qui souffrent d'un problème de santé mentale. Donc c'est quand même énorme, quoi. Enfin, 11% de la population mondiale. Ouais. Et les études les plus récentes montrent qu'aujourd'hui, c'est 1 adulte sur 2 qui, dans sa vie, connaîtra un épisode de problème de santé mentale. C'est énorme. C'est énorme. Il faut déstigmatiser, il faut déculpabiliser, il faut que les personnes ne soient pas dissuadées de rechercher un soutien. Donc on peut faire mieux en identifiant la pauvreté comme un échec de la société et pas un échec de l'individu. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la pauvreté et les troubles de santé mentale s'entretiennent l'un l'autre, ce qui n'est qu'une autre conséquence funeste de notre économie obsédée par la croissance, aux dépens de l'épuisement des travailleurs et des travailleuses. Alors comment faire pour sortir de cet engrenage ? Vous êtes sur le podcast Circulaire Métabolisme, le podcast pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-environnementaux. Pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Olivier De Scutter. Olivier est professeur de droit à l'UC Louvain et à Sciences Po. Il est également le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits humains et la pauvreté. Dans l'entretien précédent, nous expliquions en quoi la croissance engendrait en réalité la pauvreté. Aujourd'hui, nous parlons de son dernier rapport intitulé « L'économie du burn-out, pauvreté et santé mentale ». Dans cet épisode, nous verrons donc les liens réciproques entre pauvreté et santé mentale, comment la croissance économique alimente ce cercle vicieux, ainsi que quelques pistes pour en sortir. Bonjour Olivier, bienvenue au podcast à nouveau. Bonjour Aristide, c'était un plaisir. Notre conversation précédente, d'ailleurs, je vous invite à aller la voir, elle était très bien reçue, beaucoup de personnes trouvaient des éléments très stimulants. Tu avais écrit un livre qui parlait de la contre-productivité et de la croissance économique pour résoudre la pauvreté. Est-ce que, en quelques phrases, tu peux nous dire pourquoi c'était contre-productif ? En quoi les États qui ont misé à la hausse des salaires, il y a eu un angle mort et au final, ça pourrait amener à plus de pauvreté à la fin ? Oui, alors l'idée que la croissance peut être contre-productive, elle est associée aux travaux de Herman Daly, de André Gortz, qui utilisaient la notion de contre-productivité à la suite de Ivan Illich. Et Herman Daly était le premier à avoir mis en avant cette idée que la croissance atteignait un moment où elle devenait anti-économique, c'est l'expression qu'il utilisait. À mesure que la croissance se poursuit, les dégradations environnementales augmentent, le coût de la croissance donc s'accroît, et parallèlement, l'intérêt à l'augmentation des possibilités de consommation décroît parce que de plus en plus de biens dont on s'entoure, de consommation qu'on peut se permettre, concernent des biens positionnels qui ne sont intéressants pour celui ou celle qui peut y avoir accès que parce qu'ils permettent de se classer par rapport aux autres. Et donc quand tel ou tel bien, pensons par exemple à la voiture individuelle, se démocratise, quand tout le monde y a accès, il devient beaucoup moins intéressant d'avoir une voiture individuelle. Elle ne permet plus de se distinguer des autres. Elle contribue à encombrer les voies de circulation de manière telle qu'on perd beaucoup de temps dans les embouteillages, la qualité de l'air se détériore et en définitive, les voitures individuelles, qui étaient une source d'émancipation, de liberté au début, dans les années 50 et 60, quand l'accès à la voiture a commencé à se généraliser, deviennent contre-productives. Et donc dans le livre « Changer de boussole, la croissance ne vaincra pas la pauvreté », j'essaye de montrer que, à mesure qu'une société crée davantage de richesses, les inégalités peuvent augmenter, les normes sociales évoluent de manière telle qu'on est obligé d'avoir accès à un nombre plus important de biens pour ne pas être exclu socialement. Et aujourd'hui, par exemple, ne pas avoir un smartphone, ne pas pouvoir équiper l'enfant pour qu'il puisse aller s'inscrire au club de foot, ne pas pouvoir se payer une classe verte, la classe verte pour l'enfant une semaine par an. Tout ça, c'est des sources d'exclusion sociale, même si les personnes ne sont pas dans une indigence extrême, même si les besoins physiologiques sont satisfaits, on est pauvre parce qu'on n'arrive pas à rester dans la course. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays de l'OCDE, la croissance économique, l'augmentation du PIB, se paye d'une augmentation des inégalités
Et ces inégalités sont une source d'exclusion. La pauvreté n'est pas juste manquer de l'essentiel, c'est aussi se sentir déclassé parce que les normes de consommation évoluent et on n'arrive plus à suivre. Et donc c'est cela que le livre cherchait à mettre en avant en disant qu'au fond la solution à la pauvreté, c'est pas d'augmenter la richesse moyenne, c'est pas de booster la croissance économique à tout prix. Si cela s'accompagne d'une augmentation des inégalités, on aura en fait plus d'exclus en dépit de ce que la richesse en général dans la société a augmenté. Oui, parce qu'en effet, c'est un peu la politique de ruissellement, c'est on essaye mettre beaucoup, enfin on extrait beaucoup de ressources pour avoir beaucoup de biens, pour éventuellement avoir du bien-être, pour éventuellement être moins pauvre, sauf qu'on a un système troué, percé, un peu une passoire, et du coup on a beau verser autant qu'on veut à l'intérieur, au final... Oui, c'est-à-dire que les gains qui résultent de l'augmentation de richesse profitent de moins en moins aux plus mal classés dans la société, au premier ou au deuxième décile de la société, les 10%, les 20% les moins riches, et profitent de plus en plus à ceux qui sont au sommet de l'échelle. Et donc les inégalités s'accroissent, et le sentiment de l'exclusion s'accroît, y compris pour des gens de la classe moyenne inférieure qui, bien que leurs besoins soient satisfaits, bien qu'ils vivent plus ou moins sans avoir des manques criants, craignent le déclassement, et souffrent de la comparaison sociale qui est une source d'anxiété et de dépression. Et c'est pour ça que j'ai préparé ce rapport pour les Nations Unies, c'est pour montrer les liens entre cette quête infinie de croissance, ce modèle de développement axé sur l'augmentation de la richesse et le phénomène incroyablement important d'augmentation des taux de dépression et d'anxiété dans nos sociétés. Et évidemment, tu as mentionné des mots comme course, des mots comme normes, et au fait on est sans cesse dans un monde qui change, dans un monde qui bouge, et je pense que pour la santé mentale, avoir des repères c'est quand même assez utile, mais quand les repères ne sont plus là, les repères bougent, et que c'est un peu soumis sur nous pour plus consommer, pour plus faire tourner la machine, bah c'est vrai qu'on peut se sentir complètement perdu, quoi. Oui, donc les troubles de santé mentale dont nous sommes aujourd'hui les témoins prennent évidemment différentes formes, mais affectent un nombre de plus en plus important de gens, et notamment des jeunes, des adolescents, des jeunes adultes, qui jusqu'à une époque récente, jusqu'au Covid-19, étaient relativement préservés. Mais ces troubles de santé mentale, par-delà leur diversité, ont un point commun, c'est qu'au fond, ils résultent de ce que l'on a le sentiment d'être dans une course infinie vers le toujours plus. Et l'on est en quête, on est pris dans une sorte de compétition qui oblige à être toujours plus performant, toujours plus efficient, apprendre toujours davantage, remettre en cause de manière de plus en plus systématique les routines établies, simplement pour rester dans la course, simplement pour ne pas se trouver déclassé par rapport aux autres. Et cette comparaison sociale permanente, cette course permanente vers le toujours plus, simplement pour s'adapter à des normes en évolution et aux normes de consommation des autres, c'est cela qui nous épuise. En même temps que cela épuise les écosystèmes, évidemment. Bien sûr. Quand on lit ton livre, le rapport précédent, est-ce que c'est en lisant tout cela que la santé mentale a apparu ici et là et tu t'es dit, oula, il y a vraiment quelque chose des signaux faibles qui apparaissent et que tu dis, bon, au fait, santé mentale et pauvreté, c'est quelque chose qui a l'air de ne pas pouvoir être résolu de manière séparée. Alors, pour moi, il y a eu 2 facteurs déclenchants. Le premier, c'est simplement l'explosion des chiffres, y compris, notamment dans les pays les plus riches, des chiffres concernant la dépression, l'anxiété, les problèmes de santé mentale. On aurait pu penser que plus une société devient riche, plus, en d'autres mots, la vie est confortable et les services que rend l'État aisés à obtenir, plus ces gens sont heureux. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Donc on assiste à une dissociation de plus en plus frappante entre l'augmentation du PIB et le sentiment de bonheur, de bien-être, de félicité que les gens expriment dans les enquêtes d'opinion. Et de manière tout à fait frappante, les taux de dépression, d'anxiété sont encore plus élevés dans les pays opulents que dans les pays relativement pauvres. Donc ça m'a quand même intrigué, cette dissociation entre l'indicateur habituel de progrès qu'est le PIB
et en fait le bien-être ressenti tel qu'il s'exprime dans les enquêtes sur la perception subjective du bonheur. Et l'autre facteur déclenchant, c'est le travail de Angus Deaton et Anne Case. Angus Deaton est un économiste spécialiste de santé publique, prix Nobel d'économie d'ailleurs pour ses travaux sur la santé publique. Et Anne Case et Angus Deaton ont publié en 2022 un ouvrage qui s'appelle Deaths of Despair and the Future of Capitalism, Mort de désespoir et l'avenir du capitalisme. Et Angus Deaton et Anne Case s'intéressent dans ce livre à un phénomène extraordinaire, c'est que dans un pays, les États-Unis, un groupe de la population, en fait les travailleurs et travailleuses blancs, col bleu, non diplômés, n'ayant pas de diplôme universitaire, ont vu leur espérance de vie chuter depuis 20 ans. C'est une catégorie de la population américaine qui se détruit en abusant de la consommation d'alcool, en abusant de la consommation de drogue, notamment d'opioïdes, en se suicidant. Et les graphiques auxquels nous confrontent Anne Case et Angus Deaton montrent cette chose étonnante, c'est qu'il y a un groupe de la population américaine qui voit son espérance de vie chuter parce que ce sont des gens désespérés. Désespérés pourquoi ? Eh bien, quand on approfondit un petit peu les causes de ce désespoir qui fait qu'on se fait du mal par des modes de vie qui vous conduisent à une vie plus courte, on se rend compte que ce sont des gens qui ont peur de la mondialisation, dont les jobs sont menacés par la robotisation et aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Ce sont des gens qui se sentent devenus redondants dans une société qui, en fait, survalorise les travailleurs et travailleuses très fortement qualifiés et méprise les travailleurs et travailleuses dont les qualifications sont plus faibles et qui sont très aisément remplaçables par des machines ou par des travailleurs payés beaucoup moins dans des pays où l'on délocalise la production. Et donc voilà ce qui se passe. Je relève au passage que ce phénomène frappe les travailleurs et travailleuses blancs aux États-Unis. Les Afro-Américains et les populations latino sont moins frappés par ce phénomène. Je pense que cela tient au fait que dans ces communautés ethniques-là, on a une vie communautaire plus riche et davantage de liens de solidarité qui permettent à l'individu de ne pas se sentir isolé dans son désespoir, ce qui limite sans doute la tentation de l'autodestruction à laquelle on assiste dans le chef des travailleurs et travailleuses blancs, mais ce phénomène est quand même très frappant. Et donc ce sont ces déclassés que Michael Moore, le réalisateur, met souvent en scène, qui se situent dans notamment la Rust Belt, hein, la ceinture de rouille, comme on pourrait le traduire vers le français, aux États-Unis, toutes ces régions totalement désindustrialisées dans des États comme le Wisconsin, le Michigan, etc. Et ce sont des gens qui sont tentés aussi par le vote populiste, parce que ce désespoir n'est pas seulement ce qui explique la chute de l'espérance de vie en raison de comportements par lesquels on exprime son désespoir. C'est aussi la tentation d'un vote populiste. On n'y croit plus, on ne se sent plus intégré dans la communauté, on se sent, je le répète, redondant. Et c'est ça qui m'a aussi intéressé. Moi, je travaille sur la pauvreté et j'ai voulu comprendre comment les personnes en pauvreté ou menacées de tomber dans la pauvreté tombent dans des formes de dépression, d'anxiété, voire de suicide, et comment, en raison même de ces problèmes de santé mentale que ces gens rencontrent, il leur est encore plus difficile de sortir de la pauvreté. C'est ce cercle vicieux que tu évoquais d'entrée de jeu. Évidemment, c'est assez marquant, enfin, ce manque de perspective, ce manque de futur. Il y a un effondrement ou en tout cas une érosion de l'état de providence qui est une des causes principales de tout ça. Donc l'OMS définit la santé mentale comme un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler, mais aussi bien contribuer à la vie de la communauté. Je pense que ces trois aspects-là, déjà, tu as parlé de lien de communauté d'abord, bien travailler, évidemment, mais aussi, comme tu dis, de plus en plus, le jeune âge, donc bien apprendre également. Aujourd'hui, tu notais,
il y a environ 1 milliard de personnes, 970 millions de personnes dans le monde qui souffrent d'un problème de santé mentale. Donc c'est quand même énorme, quoi. Enfin, on a du mal à s'imaginer, c'est plus d'une personne sur 10, enfin c'est 11% de la population mondiale. Ouais. Et les études les plus récentes sur la montée des troubles de santé mentale montrent qu'aujourd'hui, c'est 1 adulte sur 2 qui, dans sa vie, connaîtra un épisode de problème de santé mentale. C'est énorme, c'est énorme. Et ceci alors même que nous n'avons jamais été aussi riches. Et ce qui est frappant dans les études que j'ai pu consulter, j'ai notamment travaillé avec Kate Pickett sur ceci. Kate Pickett avec Richard Wilkinson ont beaucoup travaillé sur l'égalité et sur les bénéfices qu'il y a à lutter contre les inégalités. C'est que plus encore que la pauvreté matérielle, les privations sévères auxquelles on est confronté quand on n'a pas de revenus suffisants, c'est le fait d'être dans une société inégalitaire, dans un échelon social où l'on risque de tomber plus bas, qui est source d'anxiété. Pour dire les choses autrement, encore plus que la pauvreté matérielle, c'est le risque de déclassement social qui cause ces troubles. On est inquiet de l'avenir, on n'arrive pas à planifier l'avenir, on a peur de tomber dans la pauvreté, y compris d'ailleurs quand on a un job. Et donc, ces liens entre inégalité et troubles de santé mentale qui me paraissent aussi importants. Et c'est pour ça que ce que tu évoquais sur le rôle de l'État social, de l'État-providence, est tout à fait important. Et quand tu dis qu'une personne sur 2 dans l'âge adulte va quand même être touchée par ça, c'est plus du tout, comme tu dis, eux, elles et nous. Enfin, c'est nous tous et toutes, quoi. Et au final, quand je vois ça, en France, en Belgique, il y a certains métiers également qui sont super touchés. On va en revenir plus tard. L'agriculture, on voit combien de suicides il y a en agriculture, dont c'est un métier qu'on aura nécessairement besoin si on veut s'en sortir. Donc voilà, ça reste quand même la dépression, l'anxiété, les troubles mentaux, le suicide, ça reste maintenant une composante, un élément de la société qui doit plus être tabou, qui doit rester là, et l'intégrer aussi dans cette transition écologique, socio-écologique, qui peut être anxiogène elle-même, quoi. Donc, je sais pas si tu as essayé de voir également comment ça se combine, ou en tout cas, est-ce qu'il y a des études qui réfléchissent aux deux, non seulement la peur du futur, mais la peur également du monde d'après, mais écologique? Petite pause avant la prochaine partie. Ce podcast est 100% indépendant et entre les déplacements, le matériel, les charges, le montage, chaque épisode nous coûte pas loin de 900 €. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ou même, si vous avez les moyens, nous faire un don sur Tipeee. Le lien est en description ci-dessous. Un grand merci et place à la suite. Ah oui, absolument. Le rapport évoque des travaux qui calculent les impacts, par exemple, de la sécheresse, de l'augmentation des températures associées à des phénomènes météorologiques extrêmes sur les troubles de santé mentale dans la population qui dépend de l'agriculture pour sa subsistance. Et une des explications à l'augmentation incroyable des phénomènes de dépression, d'anxiété aujourd'hui, c'est l'éco-anxiété et la solastalgie, ce sentiment qu'on a qu'autour de soi, le monde auquel on s'était habitué est en train de s'écrouler, de s'effondrer. Donc c'est un facteur qui affecte non seulement les personnes qui dépendent des ressources naturelles pour leur subsistance, les agriculteurs et agricultrices, mais aussi les jeunes qui ont du mal à planifier l'avenir. Moi, quand je reçois des étudiants et des étudiantes qui soutiennent devant moi leur mémoire de fin d'études et que je pose la question rituelle, qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec votre beau diplôme, etc., ils sont de plus en plus nombreux, elles sont de plus en plus nombreuses à dire, écoutez, vous savez, vu l'état de la planète, il est difficile de faire des plans à moyen terme. C'est quand même effrayant d'entendre ça. C'est pas rare, c'est 1 personne sur 3. Donc ça fait partie de ce que le rapport essaye d'étudier. C'est cette augmentation des troubles de santé mentale liés à l'état de l'environnement. Et il y a un élément supplémentaire, pardonne-moi Aristide, que le rapport cherche à mettre en lumière, mais sur lequel il n'a peut-être pas encore été assez entendu. C'est l'importance pour la santé mentale des contacts avec la nature. Alors,
c'est des recherches récentes qui se sont développées sur ce sujet à partir du travail de Richard Louv, qui a publié un livre en 2010, The Last Child in the Woods, qui montre que pour le développement de l'enfant, le contact avec la nature est extrêmement important, notamment parce que ça permet d'éviter des troubles d'hyperactivité, des déficits d'attention qui se généralisent aujourd'hui. Or, dans beaucoup de quartiers défavorisés, on a peu d'espaces verts, on a peu d'occasions de s'y déplacer parce qu'on a peur de l'insécurité, de la violence. Et je crois que c'est une inéquité fondamentale entre les quartiers défavorisés et les quartiers plus riches, que cette difficulté dans les quartiers défavorisés pour les enfants de jouer dans la nature. Alors, on a des études qui commencent à montrer ces corrélations de manière très nette, très claire, d'où l'importance de toute l'école du dehors et la possibilité de prendre quelques jours de temps en temps au vert. Mais donc, c'est aussi ce que montre le rapport. Et une des recommandations du rapport, c'est que l'on investisse bien davantage dans la création d'espaces verts dans les villes. Pas seulement pour créer des îlots de fraîcheur et pas seulement pour la qualité de l'air, mais aussi parce que le contact avec la nature est essentiel à un bon équilibre psychique. Ouais. En effet, en géographie, enfin, c'est un concept assez connu depuis de longue date, ce qu'on appelle la ségrégation socio-spatiale. On le voit souvent, ici on est à Bruxelles, de l'autre côté du canal versus ce côté du canal. L'espérance de vie entre les populations des quartiers les plus déshérités de Bruxelles et les quartiers les plus riches, la différence d'espérance de vie est de 8 à 9 ans. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et ça tient évidemment en partie à l'espace dans lequel on se meut, où on se trouve. Cela tient aussi au profil socio-économique des populations. Donc cette disparité tient aussi au fait que dans les quartiers riches, il y a plus de personnes dont les revenus leur permettent de mieux être soignés, etc. Mais dans cette disparité d'espérance de vie, il y a notamment l'environnement naturel auquel on a accès ou pas. Il y avait un ouvrage assez fantastique de William Acker sur les personnes de voyage, et il avait fait le recensement en France où étaient situés les campements, ces heures de voyage. Et souvent, les mairies mettaient à disposition quelque chose à côté d'une cimenterie, à côté d'une déchetterie, à côté de là où personne ne devrait habiter parce qu'il y a trop de poussière, trop d'enjeux de santé. Et on le voit très bien, quoi. Enfin, dans d'autres cas, c'est moins flagrant parce que c'est diffus, on ne s'en rend plus compte. Mais là, je trouve que c'était un livre qui livrait ça de manière magnifique, quoi. Il y a une question que je me pose souvent. Est-ce qu'on est plus au courant de quelque chose, du coup, est-ce qu'on la voit plus souvent? Par exemple, la santé mentale. Est-ce que c'est parce qu'on est en train de mieux la mesurer aujourd'hui qu'on retrouve plus de cas de santé mentale? Ou est-ce qu'il y a des racines systémiques qui font que ça augmente beaucoup plus? Sans doute y a-t-il un peu de cela, mais ce qui me frappe, pour avoir beaucoup parlé avec des spécialistes, notamment de l'OMS, de cette question, ils sont convaincus que l'augmentation est réelle, n'est pas seulement un effet de mode ou d'une mesure plus précise du phénomène, mais ils me parlent aussi d'une stigmatisation de la santé mentale qui demeure très forte. On n'ose pas avouer à ses proches, avouer aux autres, et même avouer à soi-même que l'on ne va pas bien, qu'il faut consulter. Et il y a encore une honte qui accompagne la dépression, l'anxiété, les pensées suicidaires, etc. On hérite d'une longue tradition où les troubles de santé mentale étaient assimilés à la folie, à l'aliénation mentale, et c'était un problème. Et c'est aujourd'hui encore un problème, parce qu'il n'est pas rare que des employeurs, par exemple, discriminent envers des personnes qui sortent de dépression ou qui ont fait un burn-out, et donc beaucoup de gens n'osent pas s'avouer fragiles psychiquement, n'osent pas demander de l'aide, et quand finalement
désespéré, il sollicite un soutien, il est parfois très tard. Le mal est fait, il y a eu une rupture familiale, ils ont perdu leur job, etc. Ils ont réagi trop tard. Donc je pense que parmi les enjeux du rapport, il y a le souhait de déstigmatiser cette condition et d'éviter, comme tu le disais toi-même très justement, qu'elle demeure un tabou. Je dois avouer, ayant grandi en Grèce, ça restait un énorme tabou, jusqu'à très récemment, voire encore maintenant. C'est les autres, c'est jamais nous qui avons ce type de problème de santé. Et puis que vont dire les autres? Tu vas ruiner la réputation de la famille, machin truc. Enfin, c'était des phrases qu'on a écoutées vraiment très très souvent, quoi. Ayant grandi dans un certain contexte, on pensait que la dépression, c'est les autres. La dépression, c'est un vice, ou la dépression, c'est un problème de riche. Enfin, il y avait plein d'imaginaires comme ça de la dépression qui étaient très lointains et très bizarres. Et je sais que maintenant, ça devient beaucoup plus proche. Enfin, j'ai des proches qui ont eu des problèmes de santé mentale. On se dit que nous-mêmes, on n'est jamais très loin de ceci. On a peur nous-mêmes quand est-ce que ça va arriver. Enfin, voilà, je pense que je sais pas si c'est un truc d'âge au final. On voit de plus en plus un échantillon autour de nous qui s'agrandit, et du coup, on devient moins peureux ou moins stigmatisé par ça. Enfin, ouais. Je crois qu'il y a un phénomène dont on n'a pas encore parlé, mais qui fait partie de ce que nous vivons. C'est le phénomène de l'individualisation et de la solitude. En fait, la crise du Covid-19 a renforcé cela, mais c'était présent avant. On a de plus en plus de travaux qui montrent que les communautés rapprochées qui permettaient de nouer des liens de solidarité à l'échelle de la famille, des voisins, se dissolvent, qu'à la place, on a d'un côté le marché, de l'autre l'État, mais que ces communautés sont en train de disparaître, et les liens de solidarité qui caractérisaient les rapports entre les membres de ces communautés sont en train de s'affaiblir. Et cette individualisation a conduit, par exemple, le gouvernement de Theresa May, lorsqu'elle était première ministre du Royaume-Uni en 2016-2018, a lancé un programme à l'échelle du Royaume-Uni pour lutter contre la solitude, sur base des travaux de la commission parlementaire qui était dirigée à l'époque par Jo Cox, cette députée du Labour assassinée début 2016, qui était à la tête de cette commission, qui travaillait sur le phénomène de la solitude au Royaume-Uni. On a eu aux États-Unis aussi un rapport sur la manière de lutter contre la solitude. Donc, je crois qu'on est dans des sociétés où les gens, beaucoup moins qu'avant, disposent d'un ensemble de soutien au sein de la famille ou au sein de la communauté des voisins, et les gens se sentent seuls. Le nombre de gens qui se disent être seuls, n'avoir pas d'intime à qui parler, a augmenté de manière dramatique depuis une génération. Et nous sommes en train aujourd'hui de payer le prix de cela. Et si on a ces travailleurs et travailleuses col bleu qui se détruisent en masse aux États-Unis, dont parlent Angus Deaton et Anne Kay, c'est notamment parce que la société américaine, encore plus que les nôtres en Europe, sont dans cette individualisation qui fait qu'on n'a plus sur qui se reposer en période de crise, et on n'a plus personne à qui parler. Je vais souligner, ou en tout cas continuer sur cette question d'individualisation, parce que c'est un peu aussi, on a pris cette habitude que c'est un fait d'être individuel ou individualiste, et du coup les solutions proposées aujourd'hui par différents États restent des choses individualistes, telles que la médication et quels sont les moyens que les États sont en train de mettre en place pour combattre les enjeux de santé mentale? Oui, alors c'est une question très complexe, mais je voudrais répondre sur 2 points. D'abord, oui, c'est vrai qu'il y a eu une tentation de voir la question de la santé mentale comme une question biomédicale, où la solution, c'est, au fond, travailler sur la chimie du cerveau, les rapports entre sérotonine et dopamine, etc., et où la solution était médicamenteuse, effectivement. Et
lecture-là du problème de santé mentale est une lecture qu'évidemment les grandes firmes pharmaceutiques encouragent. Elles ont les solutions après tout, si c'est ce diagnostic sur lequel on s'attarde. Le rapport que j'ai remis aux Nations Unies dit que ces solutions médicamenteuses partent d'un diagnostic insuffisant du problème. En plus, elles peuvent créer des dépendances très problématiques et qu'il faut une approche beaucoup plus psychosocio en même temps que biomédicale des troubles de santé mentale. Et donc, il faut travailler la manière dont le travail est organisé, la manière dont la sécurité sociale est mise sur pied, la manière dont les communautés s'organisent à l'échelle des quartiers. Il faut travailler la manière dont le discours de performance, de compétitivité est imposé à travers les médias et parfois malheureusement les politiques. Et donc il y a des enjeux sociétaux qui ne sont pas réductibles à la chimie du cerveau de l'individu, sur lesquels il faut se pencher. Et tout mon rapport est un plaidoyer pour qu'on fasse davantage au niveau structurel et pas seulement au niveau individuel. Et alors, la deuxième réflexion que suscite ta question, Aristide, c'est celle du rôle de l'État social, de l'État-providence. Le meilleur spécialiste français des liens sociaux, spécialiste de la pauvreté aussi, qui s'appelle Serge Pogam, a fait un livre qui s'appelle « L'attachement social », où il compare différentes sociétés, de plusieurs dizaines d'États, en fonction de l'importance de différents types de liens sociaux. Les liens au sein de la famille, les liens que l'on peut développer à travers l'investissement dans des ONG, des organisations caritatives, associatives, etc. Les liens qu'on peut développer à travers le travail, ou encore les liens de citoyenneté qu'on noue dans des États où l'État-providence est très développé et où on se rapporte les uns aux autres, surtout à travers le service public, la sécurité sociale, bref, ce que l'État-providence fournit comme service aux populations. Et donc, ce que fait Serge Pogam, c'est très intéressant, c'est non seulement regarder comment les différentes sociétés privilégient tel ou tel lien social. Par exemple, la France privilégie le lien de participation organique à travers le travail, alors que la Suède, c'est beaucoup plus un lien de citoyenneté fondé sur l'État social. La Grèce, c'est le lien familial qui est très fort, et c'est là que les liens sociaux sont les plus forts. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas de lien à travers le travail, ou n'ont pas d'État social sur lequel... Mais ça joue un rôle moins important dans l'existence quotidienne. Et ce qui est frappant, et c'est là que je voulais en venir, c'est que on a des corrélations négatives entre certains types de liens. Par exemple, dans les États où l'État-providence est très fort, où l'État social est très protecteur, on a moins besoin de la solidarité chaude, rapprochée de la famille, des voisins, des amis. Et donc ces liens sociaux-là, qu'on appelle familialistes, au sens large, jouent un rôle moins important. Et au fond, tout se passe comme si la sécurité qu'offrait l'État-providence avait un effet d'éviction sur les liens de solidarité rapprochés. Et donc, moi, mon plaidoyer dans le rapport, c'est de dire il faut certes soutenir l'État social, et on devrait y revenir sans doute, parce que c'est vraiment important de créer cette sécurité économique permettant aux individus de ne pas être anxieux par rapport à l'avenir. Mais il faut en même temps éviter que cet État social ne vienne, au fond, prendre la place des liens de solidarité qui se créent au sein de la famille, de la communauté, des voisins, etc. Cela reste très important. Et l'idéal, ce serait qu'il n'y ait pas de trade-off entre les deux. Qu'en d'autres mots, le renforcement de l'État social ne se paye pas d'un affaiblissement ou d'un affaiblissement des autres types de liens sociaux. Ça me paraît tout à fait important. C'est intéressant quand tu dis ça. Évidemment, venant d'un pays où on a eu moins de sécurité sociale, où il y en a eu peut-être dans les années 70, enfin après certaines dictatures, il y a eu peut-être un état de gauche et du coup un peu de la sécurité sociale. En fait, je me demande si c'est une corrélation ou une causalité, cette question de est-ce que parce que on n'a pas un état fort, alors c'est la famille, ou est-ce que quand on a un état fort, alors on peut se délester de la famille. Enfin, je sais pas vraiment. Est-ce que c'est juste une observation ou est-ce que réellement les deux sont en antithèse ou se phagocytent? Et puis surtout, je te laisse la parole dans un instant, c'est quand même
même si je suis très fort vers ces liens familiaux, je trouve ça très important, mais au moins la sécurité sociale, l'état de providence, c'est quelque chose d'égalitaire, c'est-à-dire que si une personne n'a pas de famille, au moins elle peut avoir ce filet de sécurité, quoi. Oui, ça pose des questions fondamentales. Très clairement, les liens de solidarité familiale ne sont pas un substitut à un État-providence, et c'est ça à quoi tu fais allusion quand tu parles d'État fort. Il ne s'agit pas d'un État dictatorial, il s'agit d'un État qui soutient, qui offre une sécurité sociale. Bien entendu. Et pour les raisons, y compris que tu as évoquées, une question d'égalité de tous et toutes, il ne faudrait pas que la capacité pour l'individu de rebondir, d'être soutenu, dépende des réseaux qu'il parvient à mobiliser, bien entendu. En même temps, il est important de ne pas voir l'État social comme un substitut à ces solidarités proches. Et je crois qu'il y a un rôle de l'État à soutenir toutes les initiatives qui, parfois à l'échelle très micro, de la rue, du quartier, permettent à l'individu de se sentir appartenir à la communauté. Par exemple, on peut avoir des aménagements de l'espace urbain qui favorisent la convivialité, les liens entre voisins, la construction d'actions collectives à l'échelle du quartier. On peut avoir des dispositifs de démocratie participative qui encouragent les gens à travailler ensemble pour formuler ensemble des revendications et donc se sentir, là encore, partie de la communauté. Il me semble que le danger, ce serait d'aller vers une société où l'on délègue à l'État le soin de prendre des décisions qui engagent l'avenir simplement par le rituel de l'élection, que par ailleurs on délègue au marché le soin de fournir tous les services et tous les biens pour lesquels l'on paye, et que chacun se replie alors sur simplement sa vie privée. C'est la tendance, et c'est la source de l'isolement des individus qui se sentent très seuls dans leur position de consommateurs travailleurs, n'ayant pas à constituer avec d'autres communautés, n'ayant pas à faire société avec d'autres. Et c'est cela qui me paraît problématique. On appelle ça le déclin ou l'érosion du capital social. L'expression est du sociologue américain Robert Putnam. Enfin, ce n'est pas lui qui l'a forgé, c'est lui qui l'a popularisé. Et on constate dans nos sociétés riches et développées que ce capital social s'est rétréci, en même temps que le capital naturel est détérioré. On a un capital social auquel il faut vraiment prêter davantage d'attention. Et je pense qu'il faut être extrêmement attentif au risque que ce capital social s'étiole et que le sentiment d'appartenance à une communauté disparaisse parce qu'on se replie sur le filet de sécurité que l'État peut fournir et parce que on croit que le marché va sinon résoudre nos problèmes. Oui. Peut-être qu'on peut quand même parler de ces deux flèches qui vont de pauvreté vers santé mentale. Alors, je voudrais d'abord peut-être faire une précision. C'est que bien que les personnes en pauvreté courent un risque plus élevé de troubles de santé mentale, parce qu'elles vivent dans l'anxiété du demain, parce qu'elles se sentent déclassées et elles ne se sentent pas capables de résister à cette course vers la consommation que d'autres leur imposent dans une société qui juge les gens en fonction de leur niveau de revenu et de ce qu'ils peuvent consommer. Donc les personnes en pauvreté sont à risque, mais cela ne veut pas dire que l'on doit ne pas faire confiance à ces personnes pour faire les choix qui les concernent, et ça ne veut pas dire qu'on doit aller vers des solutions paternalistes à leur égard. Je mentionne ce point parce que un ouvrage très influent de 2013, intitulé « Scarcity », rareté, a mis en lumière le fait que quand on vivait dans la crainte de manquer de tout, l'on était tellement obsédé par le calcul que cela exige du moindre euro, du moindre centime, que l'on prenait parfois des mauvaises décisions. Je vais dire les choses de manière un peu plus précise. Les personnes en pauvreté sont en fait d'un côté hyper rationnelles parce qu'elles connaissent exactement le prix des choses, elles savent très bien
si c'est au Leclerc, au Carrefour, à l'Aldi, au Lidl qu'elles vont trouver le meilleur deal. En même temps, planifier l'avenir est plus compliqué et par conséquent, on prend parfois des décisions qui ne sont pas les plus sages pour le long terme, etc. Donc, on a eu cette tendance parfois à dire les personnes en précarité ne prennent pas des bonnes décisions. Moi, je préfère dire que ces personnes en précarité ont leur rationalité propre, ont leur raison d'agir comme elles le font, et que ce qu'il faut, c'est créer des conditions pour qu'elles n'aient plus à prendre des décisions apparemment irrationnelles parce que dictées par la condition de précarité qui est la leur. Mais il y a tout un débat là-dessus, et je suis partisan pour ma part d'associer les personnes en pauvreté aux décisions qui les concernent, de baser nos solutions sur l'expérience vécue des personnes en pauvreté, de s'assurer que ces solutions soient co-construites plutôt que développées de manière un peu technocratique et top-down, même si elles sont, je dirais, pleines de bonnes intentions. Quand elles ne sont pas informées par la vie des personnes en pauvreté, elles sont parfois problématiques. Donc voilà, je ferme cette parenthèse, mais je pense qu'il faut éviter le risque de dire les personnes en pauvreté développent des troubles de santé mentale, donc on ne peut pas faire confiance à ces personnes quant à la manière de décider. Alors, deuxième précision, oui, les corrélations sont réelles, elles sont fortes, et il y a ce cercle vicieux. Être dans une société qui valorise une fausse conception du mérite et qui juge les gens par leurs revenus, être pauvre est très difficile et peut être source de dépression, d'anxiété du lendemain. Et la réponse à ça, c'est un État qui protège, qui rassure, qui ne culpabilise pas, une sécurité sociale qui ne contractualise pas l'aide sociale, mais qui la donne de manière inconditionnelle pour créer cette confiance en l'avenir et pour éviter que chacun vive dans l'incertitude de ne plus pouvoir être soutenu par l'État. Et c'est cela vers quoi, malheureusement, on est en train de dériver. De plus en plus de mécanismes de revenu minimum, comme en France le revenu de solidarité active, en Belgique le revenu d'intégration sociale, de plus en plus de ces mécanismes d'aide sociale sont des mécanismes subordonnés à des conditions, où l'on demande à l'individu qu'il preste certaines activités, qu'il suive certaines formations, qu'il accepte telle ou telle immixtion dans sa vie privée, et cela fragilise les gens. Le rapport que j'ai remis à l'ONU montre combien les États qui ont subordonné à certaines conditions l'aide sociale sont les États qui ont vu exploser les chiffres de dépression, d'anxiété parmi les bénéficiaires de l'aide sociale. Donc c'est ce qu'il faut, c'est créer à la fois une sécurité économique qui rassure quant à l'avenir et avoir un discours qui arrête d'imputer à l'individu la responsabilité de sa condition. C'est ce côté paternaliste que tu dis qui peut être très... et on l'entend également dans les discours populistes, on crée des états d'assistés, des choses, enfin des horreurs, on entend des phrases comme ça enfin, comment on veut qu'une personne qui écoute ce type de phrases se sente et qu'elle ne se sente pas encore plus renfermée et stigmatisée et ne plus jamais vouloir sortir ou collaborer avec des personnes de santé ou avec des personnes du milieu social, quoi. Bien entendu. Et d'ailleurs, on a toujours cette idée de la pauvreté comme étant le résultat d'une absence de revenus suffisants, d'une absence d'un travail décent, d'une privation matérielle sévère, etc. Mais quand on parle avec les personnes en pauvreté, elles parlent aussi de leur expérience subjective, du mépris, de la discrimination, elles parlent de la honte, de la stigmatisation, elles parlent de tout cela qui est plus subjectif, mais qui n'en est pas moins important dans l'expérience de la pauvreté. Notamment parce que des personnes qui ont ce sentiment de honte, qui culpabilisent d'être pauvres, sont des personnes qui hésiteront à demander de l'aide parce qu'elles ne veulent pas qu'on leur renvoie cette image négative d'elles-mêmes. Et donc, c'est ce qu'on appelle la pauvrophobie et qui détruit la confiance en elles-mêmes que les personnes en pauvreté pourraient sinon peut-être avoir. Donc je pense que c'est vraiment un enjeu majeur, que le discours que l'on tient autour de la pauvreté dans nos sociétés, il faut déstigmatiser, il faut déculpabiliser, il faut rassurer, il faut évidemment que les personnes ne soient pas dissuadées de rechercher un soutien. J'avais lu cette citation la fois passée, je la relis quand même ici. Tu notais dans ton livre le témoignage de Sarita, une femme qui vivait dans la précarité au Pérou, qui disait quand même « Nous sommes humiliés et exploités,
toujours empêcher de relever la tête. Nous faisons tous les sacrifices et devons lutter chaque jour, mais la société continue de nous mettre les bâtons dans les roues. C'est vraiment se sentir avoir la société à dos plutôt que fonctionner avec la société et que la société nous aide et nous soutienne, quoi. Oui. Alors Sarita est une personne qui a collaboré avec ATD Quart Monde et ATD Quart Monde a fait une recherche très intéressante sur ce qu'ils appellent les dimensions cachées de la pauvreté. Au-delà du revenu monétaire, de l'accès au travail, etc., ces dimensions subjectives de honte, de discrimination, de violence institutionnelle, y compris dans le vocabulaire qu'on utilise pour décrire les personnes en pauvreté. Et des personnes qui, en permanence, dans leur vie quotidienne, sont victimes de ces stéréotypes négatifs, développent une image négative d'elles-mêmes. Et c'est une des raisons de ce lien entre pauvreté et problèmes de santé mentale. Donc on peut faire mieux en identifiant la pauvreté comme un échec de la société et pas un échec de l'individu. Quand dans une société riche, il y a des personnes pauvres, il faut se poser la question de savoir si cette société est suffisamment inclusive, si elle a vraiment donné à chacun sa chance, si elle n'a pas négligé de mettre en place des mécanismes qui évitent la perpétuation de la pauvreté d'une génération à l'autre. Il faut que la société fasse son autocritique et arrête de dire que, comme on est une société méritocratique, si les personnes sont pauvres, elles n'ont à s'en prendre qu'à elles-mêmes. C'est faux et c'est tout à fait contre-productif. Comme tu disais, ce sentiment et cette réalité de précarisation, que ça soit dans le secteur manufacturier, que ça soit dans le secteur agricole, dans plein de secteurs, on se sent, tu as dit, redondant, dans une course de compétition. Et il y a aussi, même quand on sent tout ça, il y a également des notions comme le chômage, le sous-emploi. On a du mal à avoir un CDI, on a du mal à avoir un job qui nous permet de se dire, je suis relâché, j'ai un travail, c'est bon. Oui, c'est très frappant. Dans les études que je cherche à mettre en avant, dans le rapport que j'ai remis à l'ONU, il y a des études qui montrent une corrélation forte entre la précarisation du travail et des problèmes de santé mentale, dépression, anxiété. Par exemple, on a comparé la situation des jeunes adultes en Grèce et en Suède dans les années 2011-2013. La Grèce était sous le coup de plans d'ajustement extrêmement pénalisants pour la population. Pour regagner la crédibilité des marchés financiers, on a voulu couper dans les services publics, réduire le niveau des pensions, on a fermé des écoles et on a réduit les salaires dans la fonction publique et licencié beaucoup. Le chômage des jeunes adultes était un chômage de masse, des niveaux extraordinairement élevés. Et on a pu mesurer dans les échantillons de cheveux des jeunes adultes en Grèce que leur mécanisme de production du cortisol, qui est l'hormone de réaction au stress, ne fonctionnait plus. En fait, ils étaient victimes d'une sorte de traumatisme, de stress impossible à gérer pour eux, alors même que les Suédois, eux, même échantillon de la population en Suède, n'avaient pas du tout ce même type de symptômes. Donc, une société en crise économique est une société qui produit, y compris dans les corps des individus, des mécanismes de réaction au stress qui sont pathologiques. Et le rapport, de manière plus générale, aborde l'évolution du monde du travail. L'OMS a tenté de mettre en avant dans plusieurs textes les risques psychosociaux associés à la restructuration du monde du travail. En fait, on est passé, depuis une trentaine d'années, à une société qu'on peut appeler post-fordiste, où l'idée d'une carrière relativement plane, où l'on restait dans un même job avec des promotions régulières pendant toute une carrière professionnelle, où l'on avait une sécurité d'emploi à peu près complète, où l'on n'était pas obligé de remettre des rapports permanents pour des évaluateurs anonymes. Ça, c'est derrière nous. Aujourd'hui, on voit la performance mesurée par des algorithmes. On est constamment comparé dans ses performances aux performances du voisin. On a des objectifs chiffrés qui, chaque année, sont plus exigeants, obligent à gagner en efficience, en productivité, à aller plus vite. Et on en souffre d'autant plus
quand on est dans des professions qui exigent de prendre du temps pour donner du soin, quand on est un médecin, un infirmier, une infirmière, quand on est dans un travailleur social, une travailleuse sociale et qu'on est obligé de s'en tenir à des normes de productivité, c'est terriblement déprimant. Et on est dans une société où les horaires de travail sont de moins en moins prévisibles, dans une économie qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et où de plus en plus d'emplois sont en fonction de la demande, et donc on travaillera plus ou moins telle ou telle semaine en fonction de ce que les clients ou les marchés demandent. Et c'est très problématique. Parmi les études qui m'ont le plus frappé dans mon rapport, il y a des études qui montrent que les phénomènes de dépression et d'anxiété sont surtout importants chez les travailleurs et travailleuses qui n'arrivent pas à planifier leur travail plusieurs jours à l'avance, parce que c'est des horaires constamment changeants, imprévisibles, et du coup, on n'arrive plus à avoir une vie familiale épanouie, parce qu'on ne sait pas quand on aura du temps à consacrer aux proches, aux autres. Et on peut réguler ça. Je veux dire, on a régulé le temps de travail, le maximum par semaine. Pourquoi ne pas interdire certaines pratiques dans le monde du travail qui, en fait, déstabilisent les individus et sont une vraie entrave à une vie privée et familiale épanouie. Et donc, ça me paraît extrêmement important. Je consacre toute une partie du rapport à ces évolutions du monde du travail, à ces risques psychosociaux qui sont liés à une économie qui est en quête incessante et infinie de gains de productivité pour servir, au fond, la finance, les attentes des actionnaires à ce que les profits soient toujours plus élevés dans un monde devenu de plus en plus compétitif. Ça me paraît extrêmement problématique et c'est ce que le rapport essaie de montrer. On va revenir plus tard quant aux solutions, mettre peut-être un tout petit peu plus de détails là-dedans, mais par contre, on a regardé dans un sens l'impact d'être exposé à la pauvreté vers les troubles de santé mentale. Il y a également dans l'autre sens des éléments que tu as pu observer. Comment la santé mentale impacte ou pas la pauvreté? Oui, donc très clairement, des personnes qui sont déprimées, qui souffrent d'anxiété ou qui n'arrivent pas à se concentrer sur leurs tâches, tant elles ont des soucis de fin de mois ou de rupture de liens familiaux, ce sont des personnes qui ne sont pas très productives à la tâche. Les employeurs ont tendance à ne pas recruter ces personnes, voire même à s'en débarrasser si l'occasion s'en présente. Et donc, non seulement être en situation précaire peut conduire à des risques de santé mentale, mais en plus, quand on développe ces symptômes, on est victime de discrimination. Et on tombe dans la pauvreté. Le cas échéant, on a du mal éventuellement à s'en sortir de la pauvreté. C'est ça le cercle vicieux. Et c'est la raison pour laquelle il faut renforcer toute la protection dont des personnes souffrant de troubles de santé mentale sont victimes, donc lutter contre ces formes d'exclusion qu'elles subissent, déstigmatiser la santé mentale, nous l'avons déjà évoqué, et il faut tenter d'encourager ces personnes à chercher de l'aide et leur donner un soutien effectif. Le rapport note d'ailleurs qu'il est très difficile parfois de trouver des thérapies pour faire face à des troubles de santé mentale parce que, en gros, on a très peu investi dans la santé mentale. On a trop peu investi dans la santé en général, mais dans la santé mentale, les déficits sont encore plus criants, étant donné l'explosion du burn-out, de la dépression, de l'anxiété dans nos sociétés. Tu notais d'ailleurs dans le rapport que dans les pays de l'OCDE, les individus atteints de troubles mentaux graves courent 6 à 7 fois plus de risques d'être au chômage. On voit que la précarité pour beaucoup de personnes, c'est 1 mois et on peut devenir sans domicile fixe. C'est une précarité dans le temps, mais aussi dans tellement de dimensions qu'on peut voir, quoi. Oui, on a tellement voulu inciter les gens à se motiver, à travailler, renforcer les incitant à être productifs, à améliorer ses performances en permanence dans une gestion qu'on pourrait appeler de manière un peu commode, quoique démagogique, néolibérale de ce qu'on appelle les ressources humaines, que finalement, on a perdu de vue que pour être épanoui dans son travail,
il faut avoir un horizon temporel lointain et ne pas être immédiatement pénalisé quand on a une période de sa vie qui est plus difficile à traverser. Donc, je crois que les évolutions du monde du travail sont vraiment à prendre au sérieux. Au bout du compte, nous sommes perdants si on crée une société où le burn-out devient la norme, où tout le monde traverse à intervalles réguliers des épisodes de dépression et où tout le monde est anxieux de déclassement social. Les personnes d'ailleurs les plus à risque de développer ce genre de symptômes, ce sont les personnes non pas nécessairement les plus précaires qui ne sont pas dans la course à la reconnaissance ou à la productivité, mais qui cherchent simplement à nouer les deux bouts et qui sont dans la survie. Ce sont les personnes qui sont en bas de l'échelle sociale, mais pas dans la pauvreté extrême, mais qui craignent de tomber dans le dénuement complet. Des personnes menacées de déclassement. Ce sont ces travailleurs et travailleuses col bleu sur lesquels travaillent Angus Deaton et Anne Case. Tu as mentionné évidemment le néolibéralisme ici. Enfin, on peut quand même réfléchir que ces deux éléments, que ça soit de santé mentale ou que ça soit de dérégulation des conditions de travail, enfin tout le cadre de vie, le cadre écologique, etc., on voit qu'il y a quand même les mêmes ingrédients qui arrivent là. Enfin, faire plus de profit, exploiter de plus en plus les personnes, les milieux, etc. Tu as parlé d'investir dans les soins de santé mentale, mais est-ce que tu vois d'autres éléments qui paraissent prometteurs? Évidemment, il faut qu'à la base, on change le système en tant que lui-même, parce qu'on va pas juste rajouter, saupoudrer un tout petit peu plus de sous dans les systèmes de santé mentale pour qu'on résolve cette question-là, j'imagine. Mais ça fait partie des solutions qu'il faut explorer. Il faut réinvestir dans le traitement des problèmes de santé mentale. Mais au-delà de ça, il faut aller vers des solutions structurelles qui préviennent et plutôt que simplement viennent réparer. Et là, j'explore notamment la question de la sécurité sociale. On a, au fond, un système de sécurité sociale qui, parce qu'il faut éviter de creuser les déficits publics, est de plus en plus ciblé sur les personnes en grande précarité, est de plus en plus conditionné. L'assistance sociale devient contractualisée, on impose des conditions aux bénéficiaires de l'aide sociale. Et tout cela introduit de la précarité dans les chefs des plus précaires. Donc le rapport se demande si on peut faire autrement et évalue les expériences de revenus de base inconditionnels qui ont été développées sous des formes diverses aussi bien au nord qu'au sud, mais parfois à une échelle trop petite. Mais les expériences dont on dispose montrent que le soutien d'un revenu de base inconditionnel, permettant à chacun, au fond, d'être rassuré quant au fait qu'il pourra rencontrer ses besoins, quels que soient ses succès ou ses échecs professionnels et, je dirais, les évolutions que connaît sa vie, c'est vraiment une source de sérénité et cela diminue nettement l'anxiété, évidemment. Alors, le problème, c'est que ça peut coûter cher, évidemment, un revenu de base accordé à tous et toutes. Ce que je préconise dans un autre rapport, c'est qu'on garantisse un revenu de base inconditionnel aux jeunes âgés de 18 à 24 ans. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est beaucoup plus abordable quand c'est sur cette tranche de la population. Deuxièmement, c'est à cet âge-là qu'on doit pouvoir permettre aux jeunes d'étudier et de ne pas devoir travailler pour gagner de l'argent, parce qu'il ne faudrait pas que ces choix dépendent du niveau de revenu de la famille qui soutient ou non le jeune adulte qui est en train de se lancer. Et donc je crois que si on veut briser les cercles vicieux qui perpétuent la pauvreté d'une génération à l'autre, c'est sur cette tranche d'âge-là qu'il faut mettre l'accent. Pour au fond que l'enfant, né dans une famille en pauvreté ou dans un milieu précarisé, ne soit pas victime d'une sorte de condamnation à vie pour un crime qu'il n'a pas commis. Et le revenu de base inconditionnel aux jeunes adultes, c'est abordable. Ça le serait d'ailleurs si on taxait les héritages à des niveaux plus élevés. Quelqu'un comme Enrico Letta, quand il était à la tête du Parti social-démocrate italien, a fait cette proposition. J'ai fait cette proposition moi-même. Dans beaucoup de pays de l'OCDE, on a
des successions qui ne sont pas taxées ou qui sont taxées à des taux très faibles, ce qui perpétue évidemment les privilèges comme la pauvreté. Et donc, en taxant même modestement cet héritage, on aurait bien assez pour financer un revenu de base inconditionnel pour tous les jeunes adultes et de créer cette espèce de sérénité par rapport à l'avenir, permettant aux jeunes d'étudier plus longtemps, d'être donc mieux formés et de pratiquer le métier, au fond, qui est leur passion. Je fais une petite parenthèse, mais dernièrement, donc, il y a cette question d'économie circulaire où on dit on va essayer de reboucler certains flux qui sortent de notre système pour re-rentrer dans notre système. Et au fait, quand on regarde les mesures, on voit que à travers les années, notre taux de circularité au niveau mondial est en train de baisser, malgré tous nos efforts de recycler. Donc, en absolu, on recycle plus, mais en relatif, ça baisse. Pourquoi ? Parce qu'on extrait beaucoup plus. Et du coup, j'aimerais bien avoir ton avis, mais j'ai l'impression que ça devient que des jeux de somme nulle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas et être circulaire et être linéaire, disons. On ne peut pas et extraire et devenir circulaire. Il faut qu'à un moment, au fait, on enlève de l'extraction, de la linéarité, pour qu'on devienne plus circulaire. Et quand tu proposais donc je ferme cette parenthèse pour rebondir sur ce que tu disais, qui est, j'ai l'impression que il faut aussi s'attaquer aux racines du problème, les enlever, qu'elles ne soient plus effectives, que ça soit la course vers le profit, et que ça soit quelque chose de coercitif, ou je ne sais pas exactement quelles seraient, selon tes études, tes lectures, qu'est-ce que nous devons enlever de ce qui existe maintenant, de manière coercitive ou autre, pour que l'on puisse également, pour que les mesures telles que le revenu de base inconditionnel puissent s'épanouir et prendre tous leurs effets, parce que sinon j'ai peur qu'elles ne fassent pas suffisamment d'impact. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je crois qu'au fond, l'on doit prendre conscience qu'à la base de notre impasse, il y a une représentation du bonheur, du progrès, qui est extrêmement erronée et dépassée. Le progrès, le bonheur ont été assimilés depuis très longtemps à l'augmentation des possibilités de consommation. Au fond, c'est un peu comme si on avait tout façonné dans notre société par crainte de la pénurie. Et c'est explicable parce que pendant des siècles, l'humanité s'est débattue face à la pénurie. Mais aujourd'hui, l'accumulation de biens, l'accumulation des possibilités de consommation ne rend pas les gens plus heureux. D'ailleurs, ce que mettait en lumière un auteur comme Fred Hirsch dans un ouvrage de 1976, The Social Limits to Growth, les limites sociales à la croissance, c'est qu'à mesure qu'une société devient plus riche, les possibilités de consommation deviennent plus nombreuses. Et les individus développent une très grande frustration parce qu'ils peuvent consommer davantage qu'ils n'ont de temps pour consommer. Pour employer un exemple ou une métaphore, on a plus de possibilités de faire de city trip vers Barcelone, Amsterdam et Londres qu'on a de week-ends disponibles pour dépenser son argent en city trip. On a beaucoup plus de capacité d'acheter des livres ou de regarder des films sur Netflix qu'on a de temps pour lire et pour regarder des films. Et donc, dans une société affluente, où tout ça est à portée de main, où la disponibilité est très grande, et où, grâce aux économies d'échelle, tout ça devient abordable pour des individus dont les revenus augmentent, on développe une frustration qui est une source de malaise pour les gens. Voilà, alors je ne dis pas qu'il faut revenir vers de la pénurie et de l'austérité. Je dis par contre qu'il est temps maintenant de mettre l'accent sur autre chose que l'augmentation des possibilités de consommation, que ça ne nous rend pas plus heureux, et que la société doit se fixer des objectifs de bien-être, de convivialité, de reconstitution du capital social, de renforcement des liens sociaux. Et c'est seulement à condition de traiter de ces questions-là quasi existentielles qu'on pourra effectivement faire place à des utopies comme le revenu de base inconditionnel ou la garantie d'emploi et des utopies de ce genre-là. Je crois que il faut traiter, en d'autres mots, le problème de nos sociétés à un niveau beaucoup plus radical. Lors de ton dernier ouvrage,
une de tes, j'imagine, futures directions de recherche était se dire je vais investiguer santé mentale et pauvreté. Est-ce qu'à la fin de ce rapport, tu as aperçu encore quelque chose d'autre? Enfin, est-ce que dans ton rôle de rapporteur spécial, tu as vu que maintenant il faut que je m'attarde plus sur une nouvelle chose encore, ou plutôt passer plus de temps sur un de ces deux sujets que tu as déjà fait? Enfin, comment tu vois tes futures recherches? J'ai remis quelques rapports autour des questions de post-croissance et de sortie de la croissance. Et ce qui m'a frappé, c'est que, en fait, cette vision un petit peu utopiste est partagée par beaucoup de gens. Quand tu l'as présenté, tu veux dire? L'accueil a été très bon, non seulement de la part des diplomates, des gouvernements des pays riches, mais aussi des pays en développement, ce qui était pour moi une surprise, une heureuse surprise. Chacun se rend compte que le modèle de développement fondé sur une croissance extractiviste et fondé sur l'exploitation de la main-d'œuvre bon marché n'est plus tenable, même pour les pays en développement qui sont encore relativement pauvres et qui doivent créer de la richesse pour satisfaire les besoins de la population, mais a fortiori dans les économies obèses de nos pays riches. Donc il y a un grand consensus sur l'objectif final, mais ce qui manque, c'est la trajectoire. Il y a, je crois, un consensus sur les diagnostics. On est sur la mauvaise voie, on doit aller vers autre chose, mais quel est le chemin à emprunter? Et c'est la raison pour laquelle la prochaine phase de mon travail, au cours de l'année 2025, va être de constituer une alliance très large, incluant des syndicats, des ONG, des mouvements sociaux, des agences des Nations Unies, pour identifier le chemin. Donc pas seulement le what, ce qu'il faudrait faire, pas seulement le why, pourquoi il faut aller vers autre chose, mais aussi le how. Comment fait-on? Quels sont les jalons qui permettent d'opérer cette transformation? On ne peut pas faire tout d'un seul coup, mais on doit éviter d'être soit dans l'utopie qui paraît irréaliste, parce que lointaine, soit dans, je dirais, la gestion de crise immédiate et dans la recherche de solutions de court terme qui sont autant de palliatifs qui ne font que retarder la quête de solutions plus radicales. Donc il faut tracer le chemin, une sorte de feuille de route que nous avons commencé à élaborer. Et l'année 2025 sera tout à fait décisive parce que la réflexion s'entame sur les objectifs de développement qui vont succéder aux objectifs de développement durable, 2015-2030. On va devoir réfléchir aux objectifs 2030-2045. Et la réflexion s'entame dès à présent, et donc cette feuille de route va être développée de manière très participative par un grand nombre d'acteurs d'horizons différents, qui vont contribuer à mettre en avant des propositions qu'on va répartir selon qu'elles sont des propositions de court terme, de moyen terme, de long terme, selon qu'elles sont à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, et selon évidemment le champ dans lequel elles s'inscrivent, économie sociale et solidaire, monde du travail, transition énergétique, etc. Et donc il s'agit de se donner un plan B, en fait, pour éviter d'être dans la gestion permanente de la crise, ou de s'en tenir à des utopies abstraites. C'est ça le travail auquel je vais me consacrer. Et je constate que beaucoup de gens veulent y participer, mais nous sommes aussi dans une société où les organisations jouent un rôle beaucoup plus important que les individus. Et j'entends émerger aujourd'hui un nouveau terme, qui est celui d'organocène, un peu comme on parle de l'anthropocène, pour décrire une nouvelle période géologique où c'est les activités humaines qui, au fond, orienteraient des évolutions qui concernent le système Terre. Eh bien, l'organocène, c'est une situation où les organisations dictent, au fond, l'évolution de nos sociétés et plus généralement de l'espèce humaine. Et songeons-y un instant, n'est-il pas vrai que beaucoup de décisions absolument majeures sont prises par des grandes organisations, par des sociétés, y compris des entreprises, où personne finalement n'est en mesure de contrôler l'évolution parce que c'est l'organisation dont nous ne sommes jamais que des petits rouages qui prennent des décisions. Nous avons perdu le contrôle de notre destin
parce que nous travaillons au service d'organisations beaucoup plus larges, dont l'orientation ne dépend plus de nous, mais d'une logique propre à l'organisation elle-même. Ça me frappe beaucoup parce que je travaille beaucoup avec des gens qui sont dans les entreprises. Je travaille beaucoup avec les agences des Nations Unies, évidemment. Et tous et toutes me disent, vous savez, moi, à titre individuel, bien sûr, je suis de votre côté. Mais oui, je partage cette vision. Mais oui, je trouve qu'il faut explorer ça. Mais l'organisation ne peut pas se permettre cela parce qu'il y a les attentes des marchés financiers, des actionnaires, attentes parfois imaginaires, parfois réelles, les agences de notation qui interdisent à l'État de prendre des mesures qui risquent de mettre en danger sa crédibilité auprès des marchés financiers, par exemple. Donc voilà, songeons-y, comment se réapproprier notre destin et comment revenir à une organisation de la société qui soit plus démocratique et moins dictée par la logique organisationnelle. C'est vrai que tout le monde se regarde et tout le monde attend qu'une personne fasse le premier pas pour que tout le monde suive, mais je suis super intéressé évidemment par cette feuille de route. Quand tu parles de syndicat, je pense que c'est vraiment un acteur manquant, ou en tout cas qui prend toute sa place dans cette transition socio-écologique. Évidemment, je prêche ma paroisse, qui va être tout ce qui est les flux biophysiques également dans cette transition socio-écologique. Où est-ce que c'est faisable, comment c'est faisable, combien on a besoin, quand est-ce que ça va être disponible. Je pense évidemment aux travaux de Julia Sternberger, Jason Hickel et Yorgos Kallis dans leur projet Real. Voilà, je suis super intéressé et attentif à ça, donc on va se donner un autre rendez-vous pour parler de ça, et puis j'espère, en effet, comme tu dis, si ça peut s'immiscer, voire prendre le dessus sur cette trajectoire 2030-2045, ça serait une grosse victoire, j'imagine. Est-ce qu'on peut aider, pour clôturer peut-être, comment on peut aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider dans cette feuille de route? Une alliance est en train de se mettre en place qui inclut des chercheurs, chercheuses, des représentants des syndicats, des ONG, des mouvements sociaux et des gens qui travaillent dans les agences onusiennes. Et l'idée est au fond de moissonner une série de propositions, de les ordonner dans un plan logique d'ensemble. Et personne de cette alliance n'est obligé d'adhérer à toutes les propositions. Mais l'idée est au fond d'élargir notre imagination politique, d'augmenter la boîte à outils dont les politiques disposent. Ensuite, le combat va être précisément politique. Il s'agira de faire suffisamment pression sur les gouvernements pour qu'ils prennent au sérieux les propositions qui leur sont faites pour changer de cap. Mais il faut en tout cas sortir de ce sentiment qu'on ne peut aménager les choses qu'à la marge. Je pense que le temps n'est plus à des réformes marginales. La dernière fois, tu avais proposé, je demande souvent les livres ou en tout cas un film de proposer, tu m'avais proposé les travaux de Hartmut Rosa. Tu m'as parlé par exemple de ce chercheur en début d'entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous recommander pour élargir nos manières de voir la chose, ou quelque chose que tu as lu dernièrement ou entendu dernièrement que tu aimerais partager? Non, je crois qu'il y a dans nos discussions aussi une dimension très peu présente mais importante qui est une dimension quasi anthropologique. Au fond, est-ce que nous sommes des individus égoïstes en quête du toujours plus, concurrentiels, voulant prendre la place des autres et recherchant le classement, ou bien est-ce que nous sommes capables de coopérer, d'altruisme, d'empathie? Et là, je dirais que les neurosciences ont un rôle à jouer, les psychologues aussi. Et mes lectures récentes, notamment du travail de Gabor Maté, qui est un psychiatre, psychologue, m'ont beaucoup fait évoluer. Et la conviction de Gabor Maté, c'est que les comportements pathologiques que nous trouvons dans nos sociétés, la quête d'accumulation, la quête du pouvoir, les addictions variées, y compris au pouvoir, ou aux possessions, ou au sexe, etc., s'expliquent par les traumas que nous avons vécus parfois dans notre petite enfance. En substance, même si je m'en veux de trahir ainsi Gabor Maté, les personnes qui n'ont pas bénéficié d'un amour inconditionnel et d'un soutien de la part de leurs proches, et notamment de leurs parents, en quelque sorte, cherchent à mériter le regard des autres en étant dans la performance, la recherche de la performance et de l'efficacité de l'action, etc.
Et donc, je crois que ces auteurs ont beaucoup à nous enseigner sur la manière dont les rapports parents-enfants, la protection de l'enfant contre les traumatismes peut jouer un rôle, un levier important. Et c'est aussi une raison pour laquelle ces questions de pauvreté, de santé mentale m'intéressent. C'est parce que les enfants nés dans des familles précarisées sont des enfants soumis au stress dès le plus jeune âge et qui vont avoir du mal à faire confiance aux autres, à l'avenir, vont avoir peu de confiance en eux-mêmes et vont du coup être peut-être moins bien outillés dans la vie, notamment pour rebondir en cas de crise. Et c'est une source de fragilité qu'il ne faut pas sous-estimer, que les traumatismes vécus dans la petite enfance, le sentiment d'abandon quand on a été négligé dans son enfance. Un grand merci Olivier. Avec plaisir. Je vous invite encore de retourner voir notre premier entretien. On a parlé de Herman Daly, évidemment, vous pouvez aller voir l'épisode avec lui, avec Julia Slandberger, Hickel et Calice, Dominique Méda sur le travail post-croissance, enfin voilà. N'hésitez pas à vous balader sur les différents épisodes et puis je vous dis à dans quelques semaines pour un nouvel épisode.